Vas-y. Ah, c'est la misère. C'est la misère, attends. À quoi ça sert de s'ennuyer au bureau si ça nous rend même pas compétents en basket poubelle? On devrait s'exercer davantage. Pascal Chabot enseigne la philosophie à Bruxelles, à l'Institut des hautes études des communications sociales. Résiste, prouve que tu résistes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Marrant, elle dit résiste, cherche ton bonheur partout. On résiste par le fait d'exister, c'est-à-dire de chercher son bonheur partout. C'est une des définitions qu'on peut donner de l'existence. Et exister, résister, sous-titre ce qui dépend de nous, c'est le titre de votre livre, Pascal Chabot. Est-ce que, quand France Gall dit résiste, cherche ton bonheur partout, on est en plein dans le cœur de ce que vous racontez? Je pense qu'on est en plein dans le cœur. Dans la chanson, il y a une série de paronymes, finalement. Il y a existe, résiste, insiste, Ah oui, insiste. persiste, qui sont tous non seulement des paronymes, c'est-à-dire avec une euphonie identique à la fin, mais en plus tous formés sur le verbe stare. Staré, c'est-à-dire être vraiment debout. qui Être désigne la debout. station. Mais oui, qui désigne la station et qui dit que la vie n'est pas seulement un fait biologique, un donné biologique, mais qu'elle est aussi ce que l'on fait de ce donné biologique. L'existence, et pour tous les existentialistes, ça a été une manière de dire que cette existence était faite finalement par ce que l'on faisait d'elle, mais la résistance, l'insistance, la persistance sont aussi des données extrêmement importantes. Donc une des façons de résister, c'est, comme disait Camus à propos de son étranger, de Meursault, c'est de ne pas jouer le jeu. C'est de ne pas jouer un seul jeu, en tout cas. Car ce qui m'a intéressé dans une réflexion sur l'existence contemporaine, c'est qu'à la question éternelle « qui suis-je ? Qui sommes-nous ?» différentes réponses pouvaient être apportées. Nous jouons un jeu, bien sûr, dans le système. Nous sommes plus ou moins adaptés à un système. Oui, oui. Nous jouons un jeu éternel, qui est un jeu qui peut être agréable à jouer. Mais nous ne sommes pas que ceux qui jouons le jeu du système. Nous sommes aussi aujourd'hui des sujets clivés par des forces beaucoup plus importantes que celles sur lesquelles nous pourrions avoir prise. Les grandes forces de numérisation, de robotisation, de financiarisation déterminent nos existences. Nous sommes aussi ces sujets-là déterminés par ces forces. Et à côté, il y a encore un autre visage de l'individu qui est un visage plus intime, le soi, ce à quoi on essaie d'être en accord. Donc il y a les ultra-forces, et puis il y a l'intimité du moi, ce qui renvoie d'ailleurs au sous-titre du livre « Ce qui dépend de nous », qui est un sous-titre stoïcien, puisque pour les stoïciens, la liberté consiste à ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Est-ce que ce goût de résister connaît de meilleurs interprètes, selon vous, que France Gall? Oui, Allez-y. tout à fait. Dans le dernier roman de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, un père agriculteur tente de dissuader son fils Joseph d'entrer à la mine. Il lui promet la silicose, le charbon dans les poumons, il le tense. Et tu sais quoi, Jojo? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent. D'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer, il faut l'autopsier, il faut l'emmerder une dernière fois pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui pour les troubles psychiques. On en est là pour les silicosés du cerveau. Ce Joseph, aujourd'hui,
C'est David, un copain du foot, qui s'est retrouvé chez moi un jour complètement défait, abattu, après 18 ans de carrière chez Lidl comme directeur. Il me dit jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, avoir des psychiatres, des psychologues. Et il conclut comme ça. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est cette difficulté à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Tous les médecins m'ont dit ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. Et mon avocate pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. Le député François Ruffin, député France Insoumise François Ruffin, défendait le 1er février 2018 une proposition de loi de son groupe parlementaire visant à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychologiques liées au travail, c'est-à-dire très concrètement le burn-out, sur lequel vous avez travaillé, Pascal Chabot, on en avait parlé ici, d'ailleurs même dans Philosophie. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur le burn-out et dans quelle mesure est-ce que le décor que nous avons conçu ici pour les besoins de cette rencontre vous semble un décor adéquat au burn-out? Parce qu'après tout, il n'y a pas de travail à la chaîne, là, hein. On n'est pas dans l'épuisement physiologique. On n'est pas dans l'épuisement physiologique, c'est-à-dire que tout le visuel de Chaplin sur le corps, qui les temps modernes, hein, c'est pas le début des temps modernes. C'est pas le début des temps modernes, c'est plutôt le cerveau, les contraintes peu visibles, les tableaux Excel, l'accélération sourde qui peut déterminer des conditions de travail qui, pour certains, sont extrêmement agréables, pour d'autres deviennent profondément problématiques. Le fait que tout le monde ne les vive pas de la même façon, n'est-il pas une objection recevable au souci d'en faire un projet de loi? Parce que il y a peut-être aussi une question de caractère, peut-être des individus dans une circonstance professionnelle particulière n'ont pas les moyens de résister à la pression, d'autres vivent ça tranquillement. Est-ce que cette disparité des caractères n'interdit pas d'en faire une loi? La question de la législation est une question difficile, mais il est certain que la disparité des caractères fait partie de la nature de la société et on ne peut pas présumer qu'on pourrait... Non, mais ça rend plus délicate l'objectivation de la pathologie, c'est ça que je veux dire. En fait. Il y a des éléments individuels, clairement, il y a des éléments systémiques également. Prendre uniquement en compte les éléments individuels, c'est faire en sorte qu'on oublie de réfléchir sur le travail et qu'on oublie de réfléchir sur les responsabilités. Oui. C'est dire en gros, si tu es déprimé au boulot, c'est que tu es dépressif. Mais évidemment, c'est ça. Évidemment, et on voit bien... Ce que raconte Ruffin d'ailleurs ici, hein, où on culpabilise celui qui se sent pas bien. Tout à fait, ce qu'on a fait extrêmement longtemps. Si aujourd'hui la question du burn-out est entrée dans le débat public, c'est qu'elle doit permettre de réfléchir à quelque chose comme la qualité de vie au travail, elle doit permettre de réfléchir à une possibilité de ne pas uniquement s'adapter à toutes les conditions de travail, mais aussi se servir de cette adaptation pour se réaliser. La réussite d'une vie ne dépend pas uniquement de l'adaptation au système et aux conditions du système. Finalement, le système aujourd'hui, et je pense qu'il faut s'interroger là-dessus, le système aujourd'hui, c'est quoi? On a beaucoup entendu des descriptions très, très idéologiques du système. Je crois que beaucoup plus matériellement, il faut dire qu'il y a 3 éléments qui font le système. La vitre. La vitre. Ici, qu'on a disposé ici dans le décor. La vitre avec ses reflets, sa transparence. La vitre qui est bordure du système. Au dedans règne l'air conditionné, au dehors quelque chose comme la nature. Ou l'air libre. Ou l'air libre, tout à fait, l'air libre. La place, c'est-à-dire matériellement la chaise, mais donc socialement le rôle, la place qu'on joue car on l'occupe, et enfin l'écran, par où circulent toutes les informations, qui est un grand gage de transparence, mais qui est aussi ce qui nous requiert. Le système, c'est d'abord ça. Et plutôt que d'en faire un grand repoussoir, un grand méchant système, je pense qu'il faut voir que ce système traduit des valeurs positives de protection, de place et de transparence démocratique, mais qui sont des valeurs qui sont fragilisées aujourd'hui. Si le système est problématique, c'est qu'il est fragilisé. Je ne pense pas qu'il est uniquement fragilisé par lui-même. Je pense qu'on est à une époque où des ultra-forces, pour les appeler ainsi, c'est-à-dire des conglomérats extrêmement puissants. Les GAFA, hein, les GAFA, voilà, par exemple. Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Tout à fait. Qui déterminent les conditions de travail, qui déterminent les existences, qui déterminent des seuils de rentabilité qui dépendent
peu des individus, qui dépendent très peu des structures elles-mêmes. Et s'il y a quelque chose comme une résistance difficile à inventer aujourd'hui, c'est une résistance par rapport à ces ultra-forces. Qui dit résister, dit chercher un rapport de force. Mais il n'y a pas de rapport de force avec les GAFA. C'est une sorte d'anti-rapport, il faut penser. Alors, la question de la justice se pose tout à fait différemment. Comment exister dans le système, comment résister au système sans pour autant contester le système et se retrouver en marge, voire même intégré par le système au titre de celui qui le conteste. On parle de tout ça aujourd'hui avec vous, Pascal Chabot. On va examiner maintenant une autre question redoutable qui est l'envers du burn-out. Venez avec moi. Frédéric Desnard était responsable des services généraux dans une société de parfums. Bienvenue dans Philosophie. La raison de votre présence dans cette émission et de votre témoignage, c'est que vous avez été victime, non pas du burn-out, dont on vient de parler, mais d'une modalité très particulière du burn-out qu'on appelle le bore-out. To be bored en anglais, hein, c'est l'ennui, c'est l'abîme de l'ennui. Alors, un mot quand même sur ce qui vous est arrivé et sur le combat que vous menez aujourd'hui contre la multinationale de parfums qui vous employait à l'époque. Eh bien, en fait, j'ai vécu une placardisation. C'est un petit peu comme inviter, par exemple, 6 personnes autour de cette table et ne mettre que 5 verres. Et donc, celui qui n'a pas de verre se sent un petit peu mis de côté. Le reste assiste à cette mise en scène. Et puis, les dîners suivants, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tous les matins, il m'arrivait de n'avoir que 10 minutes à 20 minutes de travail par jour. Et vous voyez, j'ai encore cette émotion dans la voix parce que... 10 à 20 minutes de travail par jour. Ouais. Pascal, vous avez travaillé sur le burn-out. On l'a dit tout à l'heure, vous avez écrit un livre remarquable d'ailleurs sur cette question. On connaît bien le burn-out, le rythme harassant de la vie. On a entendu Ruffin éloquemment décrire la situation d'un homme qui avait été brisé par son entreprise. Ça, on peut le nommer. Ce n'est pas encore reconnu par la loi, mais on peut le nommer. Qu'est-ce que quelqu'un qui a travaillé sur le burn-out peut dire du bore-out, de l'ennui de n'avoir, pardon de le dire comme ça, rien à foutre? Pas forcément de se sentir inutile, à la limite tout le monde se sent inutile, je veux dire ce qu'on fait sert à rien, mais le sentiment de n'avoir absolument rien à faire, de s'agripper à la moindre petite chose comme à une brindille. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vertige qu'il est si incorrect de reconnaître? C'est vrai que l'un est l'envers de l'autre. Il y a trop d'un côté, il y a trop peu de l'autre. Pourtant, une même réflexion peut être menée, qui est une réflexion sur le travail. Dans un cas comme dans l'autre, on voit que le travail est profondément déterminant pour les identités et qu'il peut être délétère pour les constitutions de l'identité elle-même, à travers la reconnaissance finalement, à travers la reconnaissance, à travers cette notion de plus en plus centrale dans nos sociétés, que c'est tout de même dans les yeux d'autrui et dans les yeux finalement, si je puis employer cette métaphore peut-être inappropriée d'une structure, que l'individu se détermine, comprend qui il est, et n'être rien sans... N'être pas reconnu. N'être pas reconnu, c'est finalement quelque chose qui, pour l'identité de la personne, est profondément délétère. Le lien entre l'émotion et cette non-reconnaissance n'est pas fin, il n'est pas inventé. Il y a quelque chose de fondamental, Est-ce évidemment. que, Frédéric Desnard, si je parle du sentiment d'être un fantôme? Oui, c'est tout à fait ça, parce que le pire, c'est que vous ne pouvez vous plaindre à absolument personne. C'est ça, bien sûr. Puisque quand vous avez un rhume, le médecin peut vous dire que vous avez un rhume. Là, vous êtes en face du néant absolu. Et donc, moi, je n'avais pas cette culture qui me permettait de dire c'est de la placardisation. Et en plus... vous n'aviez pas la possibilité même de nommer ce qui vous accablait? C'est impossible. Est-ce qu'une femme qui se fait tabasser par l'homme qui partage sa vie peut nommer le crime? Peut nommer cette situation? Vous ne pouvez pas. C'est ça. Il faut absolument d'abord qu'on nomme cette situation pour ensuite vous faire accompagner et éventuellement sortir de cette situation. Moi, j'ai eu la chance de croiser une psychiatre qui m'a dit « Je vous interdis d'être en contact avec ces gens-là ». Alors bien sûr, eux ont continué à m'envoyer des emails, à frapper à ma porte, à me téléphoner, et
heureusement, cette dame m'a sauvé la vie. Alors depuis, je tiens à les remercier lors de cette émission, c'est que heureusement, j'ai été accompagné par beaucoup de spécialistes. Et heureusement, j'ai réussi à faire cette démarche intellectuelle de me dire que... Vous aviez vraiment vécu quelque chose. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Et que ce quelque chose avait la forme d'un rien ou d'un néant, mais que c'était vraiment une expérience. Comment comprenez-vous le fait qu'on ne puisse pas en parler? Parce que c'est vrai qu'il est aisé de se plaindre du burn-out. On a trop de boulot, c'est pas possible, ce rythme est inhumain, les entreprises nous contraignent à des cadences insupportables, infernales. Ça, on peut le dire, on peut s'indigner, on peut s'insurger contre cela. Mais celui qui a du travail, et qui en plus n'a rien à foutre au travail, est-ce qu'on se... Comment dire si en plus il se plaint, est-ce que c'est pas un privilégié au carré Je parle en termes de perception collective. Hein. Bien évidemment, bien évidemment. Mais au-delà de ça, et je crois que cette culture-là est en train d'évoluer, le travail est devenu tellement important, sans doute parce que les grandes institutions prescriptrices de sens, la famille, les grandes morales communautaires, les religions décroissent dans leur prescriptibilité. Sans doute qu'alors on demande du travail lui-même quelque chose comme une partie du sens de son existence. On lui en demande peut-être beaucoup trop. L'anecdote que vous nous avez racontée, Frédéric Denard, en arrivant ici, était tout à fait symptomatique de ce point de vue. Vous étiez dans un taxi. Oui. Juste pour info, c'est très intéressant. Vous êtes dans un taxi. Première question du taxi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? L'angoisse. Oui. Bonjour, l'angoisse. Oui, Pardon. bonjour l'angoisse. Et c'est pour ça qu'il faut, me semble-t-il aussi, parvenir à décliner la vie de différentes manières. Il y a évidemment cette activité, ce rapport au système, et puis il y a tout ce qu'on a au fond de soi. Il y a tout un rapport au soi, il y a tout un rapport à quelque chose qui est plus puissant et qu'il faut reconstruire. Oui. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours dans les cas de burn-out, dans les cas de souffrance au travail, c'est que c'est comme s'il y avait une énergie première de la personne, une raison d'être qui était atrophiée, qui parvenait plus à se faire entendre, mais qui, heureusement, et je crois qu'il y a une deuxième vie évidemment, peut revenir. Je la revis depuis quelques mois, c'est-à-dire que j'aide des personnes âgées dans mon immeuble ou autres, par exemple, parce que je suis un peu geek et donc lorsqu'ils doivent scanner des documents pour les administrations, je suis demande à Fred et donc en échange, elle m'offre à manger et donc je réussis à reconstruire un environnement social. En partant de vos compétences d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Exactement, les compétences pour lesquelles j'ai été mis à l'écart à l'époque, donc c'est assez troublant. Du bon usage de ses compétences, oui. Exactement. Et donc, je sais que j'ai eu la chance de mourir et de renaître. Voilà. Et de savoir que mon avocat, moi, tous les médecins, on a réussi à créer une impasse pour l'instant où la justice ne peut pas donner de nom, elle peut qualifier les termes qui font qu'on peut l'associer au burn-out, mais pour l'instant on est dans une impasse juridique. Eh bien, je suis heureux de savoir que ça va servir à des futures victimes qui vont pouvoir s'approprier ce terme, éventuellement prendre contact avec les bonnes personnes et leur dire voilà, je pense être dans cette situation, ou aider les médecins du travail à s'approprier ou les philosophes s'approprier cette situation. Et bien voilà, cette impasse va se transformer en avenue, et au bout de l'avenue, on mettra 2 plaques. C'est un carrefour, c'est justice et avenir. Mal nommer un objet, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur de ce monde. Je le cite de mémoire, la citation est à peu près celle-là. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on vous écoute. Bien nommer quelque chose, c'est rendre service aux milliers de gens qui souffrent de la même chose sans pouvoir eux-mêmes mettre un nom dessus. Grand merci, Frédéric, de votre témoignage et d'être venu participer à Philosophie. Merci. Adèle Beauville est professeure de yoga vinyasa et accompagnatrice de méditation. Dans la chanson de France Gall, la phrase « résiste, prouve que tu existes » est à l'opposé de ce que moi j'essaye d'enseigner aux gens, puisque j'essaye justement d'enseigner à mes élèves de casser les barrières et justement de ne plus résister, mais de laisser la porte grande ouverte à l'envahisseur, qui sont ses propres peurs, ses colères, le traumatisme du passé, et de lâcher prise et d'accepter justement
d'accepter toutes ces choses qui font partie intégrante de toute personne et de vivre avec. Plutôt que de résister, effectivement, il est plutôt question dans la pratique du yoga, ou pour moi, dans ce que je pense effectivement être la vie, c'est plutôt accepter, l'acceptation totale, en pliant les chines, si on veut, l'acceptation totale de qui on est, de la société dans laquelle on vit, de l'éducation de ses parents, d'accepter qu'il y a pu avoir des erreurs dans le passé, qu'on a pu faire des erreurs, qu'on a pu, au travers de la vie, avoir fait des choses aussi accepter que l'on n'est pas parfait. Certaines personnes ont beaucoup de mal à accepter que, voilà, elles ont fait du mal, par exemple, ou accepter. Il faut aussi accepter que, voilà, qu'on a tous des faiblesses. Le combat ici est de faire la paix avec soi, de savoir accepter quelque chose. Alors, le sous-titre de votre livre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est « Ce qui dépend de nous ». Il est vrai qu'il dépend de soi, d'accepter ou non ce qui nous arrive. Mais le problème que pose cette façon de résister, c'est aussi que l'acceptation peut être vue par ceux à qui on l'enseigne comme une forme de résignation. Évidemment. Est-ce qu'on résiste quand on se résigne ? Disons qu'il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est la volonté d'une pacification interne, et on ne peut que l'encourager. Évidemment, être toujours une blessure et une intransigeance ouverte crée des existences difficiles, malheureuses. La pacification n'étant pas de ne plus être en guerre, mais d'accepter d'être en guerre avec soi. Hein. Il y a un rapport à l'équilibre dans le déséquilibre. Voilà, c'est ça. Et réciproquement. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être là où il y a différentes pensées du yoga, qu'elle en enseigne une, je me permets de ne pas être tout à fait d'accord, parce que finalement, ce qu'elle enseigne, c'est un stoïcisme. Ce qui dépend de toi, ce sont juste tes jugements, tes perceptions, tes désirs. Travaille là-dessus. Travaille là-dessus, et le reste, ne t'en fais pas. Si ton bateau coule dans la Méditerranée, dit Épictète, remercie une dernière fois Zeus et abîme-toi dans les flots sans râler. L'humain moderne, et c'est la grandeur de la liberté moderne, ne se résigne pas à ce destin-là. Quand un bateau coule, on fait des retours d'expérience, on construit des triples coques. Quand un enfant meurt en couche, on est furieux. Et il y a de quoi être furieux. Il arrive d'être furieux même quand il n'y a pas de responsable. Mais oui, mais il y a une modernité comme anti-destin, comme anti-fatalisme. Et finalement, cet esprit moderne qui rapatrie dans l'ordre de ce qui dépend de nous, ce qui, d'après les sagesses anciennes, ne devrait pas en dépendre, est politiquement beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de résignation pour tout et partout. On travaille, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose comme un progrès. Mais dans le même temps, quand le système nous écrase, on ne peut pas lui mettre un coup de boule au système. Il est plus fort que soi. On ne peut pas le déconstruire. On ne peut même pas en sortir puisqu'il nous intègre au titre de celui qui veut en sortir. C'est donc que l'espace de liberté ou d'affranchissement à l'endroit du système, il est à chercher en soi-même, plus que dans une amélioration tendancielle des conditions extérieures de la vie. Si on attend que les conditions de travail soient excellentes pour tout le monde, pour se sentir mieux, évidemment, c'est toujours de l'ordre de l'optatif, c'est-à-dire c'est toujours de l'ordre du désir, mais notre rapport à la justice est de l'ordre du désir. Il n'y a pas de justice immanente totale, mais il y a petit à petit, et chacun à sa façon, des désirs de justice, des désirs de libération, et donc aussi des désirs d'affirmation de ce qui nous importe vraiment. Et c'est en ça que la notion de résistance n'est pas un refus. Là, je pense que c'est assez proche de ce que Camille peut dire. C'est pas un grand nom, etc. Mais c'est le désir d'affirmer quelque chose comme le soi, quelque chose comme ce qui nous tient à cœur, ce que l'on doit défendre, une saveur d'exister, sans doute. Mais est-ce que la capacité de se rendre imperméable à ce qui pourrait briser un salarié qui, lui, serait perméable, mettons, un salarié écrasé par les rythmes de travail, par les cadences, par tout ça, ou alors écrasé par la méconnaissance totale de l'autre et le sentiment d'être un fantôme, burn-out, bore-out, soudain fait, je ne sais pas moi, soit des cours de yoga, soit il devient taoïste, soit il fait une analyse réussie, bref, il met en place en lui-même un dispositif qui le rend imperméable à ce qui le faisait souffrir jusque-là. Est-ce que c'est pas là une bonne façon de résister ? C'est une bonne façon de résister si
elle est articulée avec l'existence d'un collectif. Parce que dans ces exemples-là, il y a quelque chose comme une grande solitude. Alors certes, faire du yoga seul est agréable, mais quelque chose comme une parole qui est politique. Et le travail est un lieu déjà pré-politique. On travaille avec des gens qu'on n'a pas spécialement choisis. Et il y a quelque chose comme une micro-société dans le travail. Donc la pacification en soi-même doit tout de même se voir dans une pacification collective. Et tout le monde a à y gagner, me semble-t-il. Autrement dit, résiste, c'est bien. Résister, c'est mieux. Merci Pascal. Merci Raphaël. Comment lutter contre un système plus puissant que soi et dont il est impossible de sortir? En lui opposant la vigueur d'un caractère imperméable? En soudant son énergie à celle de tous ceux qui souffrent, ou bien les deux? Par l'indignation ou par le consentement? Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas le choix. Comme le dit notre invité, résister, c'est exister, et inversement.